Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-20, une heure pour tout savoir de l'actualité. On commence avec les titres de votre édition nationale qui seront développés à 19h30. Les perspectives sont bien noires pour les salariés de Sifrance. La justice a mis l'entreprise en liquidation définitive et en cessation d'activité. En pleine campagne électorale, Nicolas Sarkozy assure pourtant qu'il y aura une solution crédible pour les 880 employés. Et puis à Clermont-Ferrand, les habitants des quartiers nord se préparent à vivre une nouvelle nuit de tension. La préfecture a maintenu un dispositif de sécurité renforcé. La situation a dégénéré depuis la nuit de la Saint-Sylvestre et l'arrestation musclée d'un homme, un homme qui est mort ce soir. L'hypothèse d'une bavure n'est pas écartée. Mais tout de suite, place à l'information en Picardie. Nous verrons que Libération a choisi Abbeville pour illustrer la progression du vote Front National. Dans un sondage, le quotidien annonce que 30% des Français n'excluent pas de voter Le Pen au présidentiel 2012. Alors la Picardie est-elle un bastion du Front? Quelle réaction à Abbeville après cet article? Et surtout, que dit vraiment ce sondage? Reportage et analyse pour tout comprendre dans cette édition. En sport, nous verrons que Compiègne affrontera Lille en Coupe de France. Vous entendrez la réaction du président du club lors du tirage. Et puis, c'est aussi la crise qui continue pour les Gothiques d'Amiens. 5e défaite consécutive face à Rouen. 6-3, toutes les images de ce match hier. Et puis le portrait du jour vous fera découvrir BAM. Avant, ce graffeur de Marny-les-Compiègnes taguait les murs avec ses bombes de peinture. Mais à 32 ans, il s'est lancé dans la décoration d'intérieur. Vous avez peut-être vu la une du journal Libération du jour. Selon un sondage commandé par le quotidien, 30% des Français n'excluent pas de voter Front National. Et c'est à Abbeville, dans la Somme, que Libération a choisi d'illustrer son propos. Réaction sur place avec Flore Fenouillet et Gérard Payen. Des présentoirs vides dès le milieu de la journée. Apparemment, les Abbevillois ont voulu savoir ce que l'on racontait de leur ville. Abbeville, choisi pour illustrer la montée du vote Front National en France. Je pense que dans la cité, on n'en parle pas, mais dans les foyers, oui, ça doit s'évoquer. Un sentiment de ras-le-bol, d'injustice, oui. Et ce qui favorise le vote vers les extrêmes. Quand on a du mal à arriver à joindre les deux bouts, on se penche vers... On quitte un peu les partis traditionnels et puis on essaye de trouver un espoir ailleurs, quoi. Recherche d'une solution face à la crise économique, le constat est partagé. Car à Abbeville, pas d'insécurité galopante ni de problématiques liées à l'immigration. Le vote Front National s'expliquerait par la montée du chômage et de la pauvreté. C'est évidemment le signe d'une dégradation des conditions de vie d'un certain nombre de nos concitoyens qui pensent que le Front National est véritablement un recours. Alors parfois par désenchantement, en disant on a essayé au niveau national et la gauche et la droite, pourquoi pas eux? Le Front National, un recours. Au deuxième tour des dernières élections cantonales, la candidate frontiste a remporté 30% des voix à Abbeville-Nord. Un record qui a sans doute poussé la rédaction de Libération à vouloir comprendre. Certains Abbevillois dénoncent, eux, une caricature. Ce que je déplore, en fait, c'est la manière dont est articulé cet article, à savoir qu'à Abbeville, maintenant, il n'y a que des gens racistes, ou au contraire des gens de grande précarité, ce qui expliquerait pourquoi ils voteraient Front National. Vous allez dans n'importe quelle ville de France, vous allez avoir des quartiers, il parle de quartiers sensibles, moi je parle de quartiers de grande précarité, et vous aurez matière à écrire cet article-là dans n'importe quelle ville française. Effectivement, c'est une ville qui souffre, on le sait, la situation économique ici n'est pas florissante. Mais de là à dire que tous les gens sont dans le désespoir complet, on peint un tableau où vraiment on donne aucun espoir aux gens et c'est un peu ce qui me gêne dans ce type de démarche qui a l'inconvénient de vraiment stigmatiser l'Abbevilleois. Rattacher la crise et les fermetures d'usines à la montée du Front National, le constat est fait, mais ne suffira pas à donner un nouvel avenir à Abbeville. Alors ce soir, une question se pose. Abbeville était-elle vraiment le symbole de la montée du Front National? Nous sommes... pardon, excusez-moi. Était-elle vraiment un bon choix pour illustrer cette montée du Front National? Écoutez d'abord la réaction de Michel Guignot, c'est le patron du FN en Picardie. Sans minorer le phénomène abbevillois, loin s'en faut. Je crois que les journalistes de ce quotidien auraient pu se rendre dans une, je sais pas, peut-être 200 ou 300 communes, peut-être de moins d'importance, mais de Picardie.
puisque ce qui est décrit, ce qui est relaté dans cet article, enfin dans ce journal, eh bien c'est certainement la réalité dans un grand nombre de communes de Picardie. Il y a une volonté peut-être de comprendre pourquoi et de comprendre pourquoi effectivement ces thèses semblent avoir une très grande audience, notamment dans les couches populaires de la population. C'est d'ailleurs, semble-t-il, ça me semble normal, quoi. Alors, sur le sondage annoncé par Libération, 30% des Français n'excluent pas de voter Le Pen au présidentiel 2012. C'est un nombre qu'il faut relativiser, surtout quand on regarde dans le détail ce sondage. Exercice d'analyse avec Maxime Guignard. Un peu plus de 100 jours avant le premier tour de la présidentielle, le titre accroche. 30%, sous-entendu des Français, n'excluraient pas de voter Le Pen. Mais au bas des pages consacrées à Abbeville, le détail du sondage minimise singulièrement ce chiffre. En fait, parmi les 2011 adultes que Via Voice a sondés par téléphone les 5 et 6 janvier dernier, 8% disent que si le premier tour de la présidentielle avait lieu dimanche, ils voteraient certainement Marine Le Pen. 10% disent qu'ils voteraient probablement Marine Le Pen et 12% disent qu'ils ne voteraient probablement pas Marine Le Pen sans toutefois formuler un non ferme. C'est en additionnant cette dernière catégorie aux deux premières que Libération obtient le chiffre de 30%. Si le but était de créer un électrochoc, le quotidien y est parvenu. Voilà des chiffres donc à relativiser. Les présidentielles, c'est dans un peu plus de 100 jours maintenant et dans de nombreuses préfectures, eh bien, beaucoup d'électeurs se sont précipités pour s'inscrire sur les listes électorales avant le début de l'année, mais moins que pour l'élection présidentielle de 2007, ce qui fait craindre une baisse de la participation. Reportage et illustration dans l'Aisne avec Éric Henry et Rémi Vivenot. Pour les beaux yeux de Marianne, ils sont très nombreux à s'être déplacés à Allan dans les derniers jours de décembre. On a même enregistré une centaine d'inscriptions chaque jour sur les listes électorales. On a eu le temps de prendre des pauses pendant le midi, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de faire autre chose en fait. Moi j'ai même abandonné mon travail pour faire que des inscriptions. Alors que c'est pas votre travail, c'est quoi d'habitude? Vous faites quoi? Je fais la comptabilité. En 2011, à Allan, 5 fois plus de personnes se sont inscrites sur les listes électorales qu'en 2010. Cette forte poussée est observée également à Saint-Quentin ou encore à Soissons. Mais dans ces 3 villes, le nombre d'inscriptions reste inférieur à celui enregistré en 2006, autre année préélectorale. Peut-être que l'on pourrait émettre cette hypothèse que les électeurs ont eu peur de l'effet 2002 et qu'ils se sont inscrits en masse pour les élections présidentielles de 2007. Autre élément d'explication, la crise. Pour certains, elle aurait encore accéléré la désaffection vis-à-vis des politiques. On veut trouver autre chose, une société civile plus responsable, avec des gens beaucoup plus responsables que ces politiques aujourd'hui, qui d'ailleurs sont les mêmes qu'en 2006 et qui n'ont pas vu arriver la crise. Et qui maintenant ont des solutions pour la crise, quoi. C'est un peu ça qu'on nous dit et bon, c'est vrai qu'on peut penser que c'est pas très sérieux, quoi. 2006 devrait donc rester une année record en termes d'inscription et avec 85% de votants au premier tour des présidentielles, le taux de participation s'annonce également très difficile à battre en 2012. Et on continue ce journal avec le choc des images pour plusieurs familles de Picardie. Elles ont découvert le cadavre de leurs proches dans un reportage sur la médecine légale diffusé sur la chaîne Direct 8. Elles n'avaient pas donné leur accord pour ce tournage. Les familles ont donc déposé plainte. Explication avec Bruno Pilet et Myriam Fischer. Brigitte vit un deuil pas ordinaire. En mai dernier, son père décède accidentellement. Quelques mois plus tard, à la télévision, elle découvre le cadavre de son père. On reconnaît tout. On voit son tracteur, on voit sa voiture. Et puis le plastique blanc plein de sang. On a l'impression qu'il meurt une deuxième fois, oui. Pourquoi? C'est déjà tragique. On perd quelqu'un de cher, surtout dans un accident. Et en plus, on voit la scène à la télévision. Et des histoires comme celle-ci, il y en a d'autres. L'an dernier, une équipe de l'émission Quartier Général sur Direct 8 réalise un magazine sur la médecine légale. De nombreuses scènes sont tournées dans la région. Le problème, c'est qu'aucune autorisation n'a été demandée aux familles des victimes. Aujourd'hui, un avocat amiénois va porter plainte contre X pour atteinte volontaire à la vie privée. Personne ne leur a dit qu'il y avait un
journaliste pour prendre des images et ensuite que ces images soient diffusées sur une chaîne de télé. Donc ça, je trouve ça particulièrement choquant. On ne s'introduit pas dans le domicile privé d'une personne sans dire à cette personne ou à ses ayants droit qu'il y a une journaliste qui va exploiter les images. L'émission suit le quotidien d'Olivier Jardet, médecin légiste amiénois et habitué des reportages télé. Selon lui, tout a été fait dans les règles. Lorsque Direct 8 m'a contacté, j'ai vérifié qu'ils avaient les autorisations des ministères, c'est-à-dire le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. On ne peut pas filmer de façon, je dirais, totalement clandestine pour faire ce type d'émission. Il fallait des règles, les règles ont été respectées. Contactée par téléphone, la présentatrice de l'émission dit comprendre la douleur des familles. Elle affirme aussi que l'anonymat des victimes a été préservé. En attendant, la chaîne suspend toute diffusion du magazine. Que se passe-t-il après dans le Et puis en bref, sachez que ce matin, le chauffard qui avait tué 2 de ses amis dans un accident à Chantilly a été reconnu coupable d'un double homicide involontaire. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Senlis à 18 mois de prison avec sursis. Son permis de conduire a été annulé. Il ne pourra pas le repasser avant 1 an. Il devra verser des indemnités aux familles des victimes. En septembre 2011, sa voiture s'était encastrée dans un arbre et il avait provoqué la mort de 2 des 5 occupants de la voiture. Et puis en bref, toujours 300 salariés de 6 France ont bloqué pendant une bonne heure le péage de Senlis sur l'autoroute A1. Le tribunal de commerce de Paris venait d'annoncer la liquidation de leur entreprise. Une information que vous pourrez retrouver dans quelques instants dans notre édition nationale, juste après ce journal. Dans l'Oise, à Moulins-sous-Touvent, une deuxième décharge va être mise en place. Le préfet de l'Oise l'a officiellement autorisé, une décision qui ne plaît pas aux habitants des communes voisines, notamment celle de Tracilmont. Cette deuxième décharge serait située à côté d'une nappe phréatique de la région et à quelques centaines de mètres d'un monument de la Première Guerre mondiale. Alexandra Combe et Aurélien Barrage. Allez, bois. Profites-en de cette bonne eau. Cette eau pure, Sophie Mopti y est particulièrement attachée. Elle s'est installée à Tracilmont il y a 12 ans. Elle voulait profiter de la qualité de vie à la campagne. Aujourd'hui, elle est écœurée. Une décharge va naître sur nos captages d'eau. Vous voulez boire de l'eau empoisonnée, vous? Avec des résidus quelconques, tout ce qu'on peut trouver dans une décharge? Ça va passer dans notre eau potable. Je ne peux pas servir de l'eau comme ça à mes enfants. Je vais être obligée d'acheter de l'eau. C'est sur ces 6 hectares à quelques kilomètres de là qu'une entreprise pourrait bientôt commencer les travaux d'une deuxième décharge. Le préfet vient d'en autoriser l'exploitation. Alors le collectif d'opposition s'organise et surveille. Dès les premiers coups de pelleteuse, il saisira le juge administratif. Ces terrains sont très fragiles, ils sont très peu filtrants, donc toute eau qui s'infiltre descend relativement vite dans les nappes phréatiques, dans les nappes, et alimente notre captage. Donc on imagine bien que si une pollution se produisait à cet endroit-là, de la même façon que l'eau de pluie descend, cette eau polluée descendrait très vite dans nos nappes phréatiques et contaminerait notre captage. À quelques centaines de mètres, la butte aux Oeuvres rappelle le souvenir d'une bataille et des soldats enterrés vivants en juin 1915. Un lieu de mémoire que le maire espère encore pouvoir protéger. C'est un grand sentiment d'incompréhension qui domine, sentiment de honte aussi, parce que c'est vrai que tout ce territoire, qui est un territoire qui était la ligne de front en 14-18, c'est impensable, je le redis, j'ai déjà dit, c'est totalement impensable qu'il puisse un jour être enfoui sous les décombres et sous les ordures ménagères. De son côté, le préfet déclare dans un communiqué que l'arrêté impose des conditions d'exploitation strictes, conformément au Code de l'environnement. Une chose est sûre, la bataille de la décharge de Moulins-sous-Touvent est loin d'être terminée. Et puis on ouvre une page des sports avec du football et évidemment la Coupe de France. Vous avez pu suivre les 32e de finale sur notre antenne, c'était ce week-end. Et il ne reste qu'un seul club picard pour les 16e. Il s'agit de Compiègne qui affrontera Lille en Ligue 1, 3 divisions d'écart. Écoutez la réaction de Patrick Vallée, l'entraîneur du club, et d'Albert Dubac, l'un des joueurs de Compiègne. C'était juste après le tirage de cette très belle affiche. Ça me plaît, je suis content d'être tombé sur Lille. Donc voilà, on va se préparer tranquillement pendant ces 2 semaines et puis on va voir. Essayer de faire l'exploit contre Lille, ce qu'on n'a pas réussi à faire Chantilly, donc on verra bien. On sait que ça va être très très compliqué, mais bon, c'est des matchs super à jouer, donc on va essayer de le jouer à fond.